Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Anéantir le cauchemar de la trésorerie Fiat Crypto. Ethan Messica, cofondateur de Nilos. Aujourd'hui, donc, on peut payer en crypto directement des NFT. L'argent arrive en crypto dans des wallets. Et on peut aussi payer en fiat. Donc, il y a deux manières de fonctionner quand on paye en fiat. Ou bien les fiat sont convertis en crypto-monnaie. Ça passe à travers la blockchain, ensuite ça arrive dans un wallet. Ou bien ça atterrit dans un compte fiat directement sur un processus qui en vérité ne passe pas à travers la blockchain, mais qui a été mis en place pour faciliter les transactions. Et à ce moment-là, ça arrive dans des comptes Stripe, dans des comptes bancaires directement. Dans cet épisode, nous allons devoir aller une couche plus loin que la trésorerie traditionnelle et rentrer dans la trésorerie du Web3. Pour ce faire, Ethan nous explique le cas des revenus de Sorare. Vous allez voir que c'est super complexe, qu'il s'agisse de la nature de ces revenus, de la manière dont ils sont stockés, chez qui et comment ils sont sécurisés. Vous allez percevoir à quel point c'est lourd pour ces acteurs de caractériser les transactions entrantes et d'unifier leurs comptes. Cette orchestration des paiements est un pain point que Nilos a bien l'intention d'anéantir. Avec beaucoup de transparence, Ethan se livre sur le pivot qu'ils ont effectué récemment, sur la manière dont les advisors et les investisseurs les accompagnent et bien entendu sur la dernière levée de 5,2 millions de dollars. C'est une motivation chevillée au corps qui les mènera peut-être à devenir la référence mondiale de la réconciliation crypto-fiat. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Ethan. Bonjour. Alors tu es trop sympa de nous accorder du temps aujourd'hui puisque je sais que vous êtes en pleine campagne de com pour votre levée, donc merci beaucoup. Alors on va parler de paiement et de Web3 et de Nilos bien sûr, mais est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans la matière, nous parler de ton parcours professionnel, notamment en VC chez One Ragtime et puis de tout ce qui t'a amené à plonger dans l'entrepreneuriat? Ouais. Merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc rapidement, moi j'ai un parcours qui est assez classique de formation. J'ai fait des maths à l'université Paris-Dauphine. Ensuite j'ai fait une école de commerce. Comme moi. Non, j'ai pas fait de maths, j'ai fait Dauphine. Super école d'ailleurs. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé Raphaël sur Nilos. Okay. Et ensuite je suis tombé dans le VC. J'ai rencontré Stéphanie Hospital qui était la fondatrice de One Ragtime. J'ai adoré l'expérience en VC. J'ai commencé quand je finissais mes études d'ailleurs en Israël. Je fais une dernière année d'échange en Israël. J'ai commencé là-bas. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs et c'est là en fait où l'une des premières fois où j'ai vraiment touché à l'analyse des différentes sociétés, parler avec des entrepreneurs dans la tech. À l'époque, j'étais beaucoup concentré sur l'intelligence artificielle. C'était le buzz du moment. Tu disais à l'époque, c'était en quelle année? C'était en 2017. D'accord. Donc, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 5 ans, ouais. Je sais que je parle comme un ancien. 2003, non. Ouais, je parle. Alors, la bulle Internet. Non, en fait, j'étais à l'époque parce que pour moi, il s'est passé tellement de choses entre-temps. Mais j'ai adoré et puis en fait, ça m'a donné envie d'entreprendre directement. Donc, j'ai quitté One Ragtime et j'ai monté une première société. Une société dans le milieu de la formation, okay. En intelligence artificielle. Donc, je formais des entreprises à la révolution autour de l'AI. Et finalement, cette expérience-là a abouti. Je distribuais ces sessions de formation à travers des cabinets de conseil. Et il y a un cabinet de conseil que j'ai contacté qui m'a dit écoute, viens faire ça chez nous. Donc je les ai rejoints, j'ai construit tout le système de formation. Et il y a eu le Covid, donc je suis arrêté. Mais au final, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai reconnecté un peu avec l'écosystème crypto. J'avais commencé en 2007 à investir. Et donc début 2020, juste avant le crash, j'ai recommencé à investir. Je me suis remis vraiment quasiment à plein temps dedans, en parallèle de mon boulot dans le conseil. Donc le soir et le week-end. Ouais. En vérité, beaucoup plus parce qu'il y avait pas mal de chômage partiel, mais j'ai recommencé à investir. J'ai vécu l'été de la DeFi, qui était un des moments marquants dans ma vie professionnelle. Ouais. Et après, j'ai décidé du coup de déménager en Israël. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Ouais.
Et puis de fonder Nilos. Qui s'appelait Nilos dès le départ ? Ça s'appelle pas Nilos au départ, et d'ailleurs on parlera peut-être sur l'histoire, mais ça s'appelait Branded. Ouais. Initialement, ce qu'on voulait faire, c'était permettre aux marques de lancer facilement des collections de NFT. Ok. Et c'est ça l'origine de Nilos en vérité. On s'est rendu compte que le plus gros blocage pour les marques, c'était pas du tout la partie technique de comment on pousse un NFT sur la blockchain, mais c'était surtout comment on gère les revenus qui sont générés à la vente d'un NFT et qui sont en crypto-monnaie. Mm-hmm. Où est-ce qu'on les store ? Comment ça se passe en fait ? Et ça, c'était une révélation pour Raph et moi, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Top. Donc depuis Israël ? On s'est lancé depuis Israël. D'accord. Alors, on va revenir sur ces challenges justement des entreprises du Web 2 à aller dans le Web 3, qui donc ce sont des challenges technologiques justement dans la conception de ces NFT, etc. Ouais. Ça, c'est pas votre cheval de bataille. Vous vous attaquez à la partie des paiements. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement à quels freins concrets ces entreprises, en prenant un exemple de quelque chose que tu as vu, quels sont les freins principaux qui font qu'elles hésitent à se lancer, ces entreprises du Web 2 ? Déjà pour ça, on va prendre l'exemple de comment elles font actuellement pour gérer des fiat. Et on va pouvoir faire le parallèle avec la crypto. Mais aujourd'hui, donc, quand on encaisse des revenus, ils atterrissent dans un compte en banque, dans la plupart du temps. Et ensuite, on traite ces revenus d'une certaine manière. Donc on a des rapports de conformité pour la banque, pour être certain que ces revenus soient légitimes. On a une comptabilité qui doit être associée. On a des paiements qui peuvent être faits vers certains prestataires, clients. Oui, comme ça. Merci. Bien comme ça. Ouais, c'est mieux. Merci. Et donc, en fiat, aujourd'hui, on a un framework, une structure qui est établie et donc on sait travailler avec. Et dans la crypto, en fait, on a des... Et quand tu dis on, c'est quoi ? C'est les banques ? C'est les banques, les entreprises, en vérité, aussi savent exactement comment reporter aux banques. Elles savent exactement comment faire leur comptabilité. Elles savent exactement comment calculer les différentes taxes qu'il doit avoir sur ces actifs-là. Et aujourd'hui, en fait, on a un nouvel écosystème qui est complètement différent et qui, en vérité, est assez parallèle à celui du fiat. Donc, on a aussi des comptes dans lesquels on reçoit de l'argent, mais sauf que cette fois-ci, c'est de l'argent qui est de l'argent en crypto. Et ces comptes-là sont différents, ça va être des wallets crypto. On a une réglementation qui est différente, on a une comptabilité qui est différente parce qu'on a à la fois des revenus qui sont des actifs et comment on fait pour la comptabilité de ces entreprises. Donc les challenges, ils sont à la fois technologiques, donc comment on fait pour accepter ces paiements-là, mais aussi financiers, comment on fait pour les comptabiliser, pour réconcilier les différents revenus qui sont faits. Et après, il y a un challenge réglementaire, évidemment, de comment on les caractérise. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.